et nous allons donner donc la parole à peut-être que tu vas venir ici pour l'ordinateur. Donc sur agir, mais agir après, hein, c'est-à-dire dans la phase de reconstruction. Donc Sabine est sociologue, elle a mené une remarquable enquête donc, sur des profils de personnes ayant eu un burn-out. Et donc je crois que, mais ce qui est intéressant dans l'approche de Sabine, c'est précisément ce regard sociologique sur les trajectoires de vie. Sabine, à toi, dans 2 secondes. Alors, comme on avance relativement bien, on donnera la parole à la salle, hein, à l'issue de l'ensemble des présentations, parce que je ne veux qu'aucune personne ne puisse s'exprimer autour de la table ronde, et vous pourrez échanger avec l'ensemble des intervenants après. Sabine, la parole est à toi. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais être là pour vous parler vraiment de ce qui se passe après le burn-out. Et je vais vous demander de bien regarder le petit dessin qu'il y a derrière moi. Vous allez voir qu'il y a un petit bonhomme qui est tombé, qui demande ce qui lui est arrivé, et il y en a un autre qui se demande ce qui va lui arriver. Voilà ce que vivent les cadres aujourd'hui dans chaque entreprise, que ce soit des institutions, des hôpitaux, des associations privées, publiques. Il y a toujours ce questionnement de « et si ça m'arrivait à moi ?» Donc il y a toute une crainte autour du burn-out qui fait que c'est un sujet très très intéressant à traiter, mais surtout avec une approche pluridisciplinaire, et c'est cette approche-là moi que je vais vous présenter. En tout cas, dans tous les cas des personnes qui ont fait un burn-out, que j'ai rencontré, que j'ai pu interviewer, il y a toujours un avant et un après. C'est-à-dire que la ligne trajectoire que vous voyez au milieu en jaune, ça a été une période plus ou moins longue pour eux, mais à un moment donné, ça va passer. Et ça peut aussi casser. Donc on va voir ce qui se passe. Donc je vous propose le plan suivant, je vais me présenter, je vais vous expliquer aussi l'enquête que j'ai faite en tant que sociologue, les constats et les enjeux RH, je vais vous présenter ensuite le panorama de la reconstruction et les résultats. Je vais vous présenter aussi la méthode que j'applique auprès des victimes de burn-out. Et ensuite, on terminera sur les profils résilients, c'est-à-dire que j'ai modélisé aussi les profils de ceux qui s'en sortaient. Et je vous rassure, il y en a qui s'en sortent très très bien, il n'y en a pas beaucoup, mais quand ils s'en sortent, ils sont plutôt heureux. Par contre, il y a une grande majorité qui va errer pendant un certain temps. Donc moi, je suis sociologue du travail et je suis également consultante RH. Et ma première partie de carrière s'est faite au ministère de la Défense. Donc j'ai fait des audits sociaux pour des militaires. Et j'ai fait aussi de la gestion de carrière en SS2I. Et je m'occupais de tout ce qui était reconversion des anciens militaires. Comme vous le savez, les anciens militaires sont en retraite très très jeunes, 30 ans, 35 ans, 45, etc. Donc il faut qu'ils se posent la question de leur reconversion très très vite. Donc moi, ma spécialité, c'est tout ce qui est en rapport avec les transitions professionnelles et les bifurcations professionnelles. Donc ça, c'est important pour la suite. Ce qui fait que la deuxième partie de ma carrière, elle s'est vraiment positionnée autour de tout ce qui était engineering, mobilité de gestion de carrière, tout ce qui était mobilité interne, externe, et tout ce qui était en rapport avec le transfert des compétences aux équipes RH, c'est-à-dire former les RH, qui soient responsables de formation, DRH, RRH, ou même DAF, parfois dans les très très petites structures, à gérer leurs équipes au niveau humain, c'est-à-dire les faire évoluer ou leur proposer des solutions, en tout cas pour leur carrière. Et dernièrement, je m'occupe de tout ce qui est soutien méthodologique auprès des services de santé au travail, en rapport avec le burn-out, et j'ai écrit quelques ouvrages et articles sur la santé mentale au travail. Donc 2 ou 3 spécialités à retenir, sociologie du burn-out, sécurisation des parcours et qualité de vie au travail. C'est en gros les 3 axes qui vont servir de fil directeur à la présentation. Donc l'enquête, elle a démarré en fait assez tôt. C'est-à-dire qu'en 2005, moi je faisais de la gestion de carrière et je me rendais bien compte qu'il y avait des tensions exponentielles sur le marché du travail, qu'il y avait des cadres, mais que ce soit des cadres supérieurs ou même des dirigeants qui venaient me voir, qui étaient de plus en plus en souffrance. Alors à l'époque, on parlait beaucoup de harcèlement moral, on parlait beaucoup de souffrance, de plaintes au travail, de crises de tout genre. Et en fait, on s'apercevait, nous, dans nos bureaux, que la méthodologie RH ne suffisait pas. La méthodologie RH, qu'est-ce qu'il y a? C'est les bilans de compétences, c'est la gestion du projet, c'est l'évolution de carrière, c'est éventuellement les CIF, les formations, ce genre de choses. Mais en fait, ça ne suffisait pas parce que derrière, il y avait autre chose. Donc ça, c'était la partie immergée, l'iceberg. Mais en dessous, il y avait plein de choses derrière qui se présentaient. Donc il y avait beaucoup de demandes de bilans de compétences, qui étaient en fait des faux prétextes, parce que derrière, il y avait une volonté de changer de travail, certes, mais il y avait surtout une volonté de changer son désir
et son rapport au travail. Et c'est à partir de là que tout a commencé. C'est-à-dire depuis 2005, alors il y avait déjà des suicides dans les entreprises, on entendait un petit peu moins parler, mais ça a déjà commencé depuis très 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 longtemps. Et moi, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à explorer. Donc les sociologues aiment bien aller enquêter. Donc j'ai pris ma petite loupe. Et puis j'ai fait un travail en partenariat avec l'APEC, Dauphine et l'ANACT, tout simplement parce que l'APEC et l'ANACT sont des organismes paritaires. Donc moi, je ne cherche pas les coupables. Par contre, il n'y a que des responsables. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup d'entreprises qui se posaient des questions, des DRH qui ne savaient pas comment faire, puis des salariés qui ne savaient pas comment faire. Ils n'étaient ni coupables ni l'un ni l'autre. Par contre, ils étaient tous responsables parce qu'ils travaillaient tous ensemble. Donc les mots-clés de l'enquête, au démarrage, c'était toute l'enquête exploratoire qui a duré donc, de 2005 à 2010 à peu près. C'était tous les thèmes en rapport avec le harcèlement, la souffrance au travail, la violence, la démotivation. Il y avait aussi beaucoup de thématiques sur le sens au travail à l'époque. En ce moment, on entend un petit peu moins parler, mais ça va revenir. Il y avait tout ce qui était changement de vie, les revues comme Challenge, Management, c'était changer de vie, partir en province, etc. C'était très à la mode. Changer de métier. Et tout ça, ça fait partie de l'enquête exploratoire. Alors j'ai compté, j'ai reçu à peu près 10 000 cadres et j'ai vu à peu près 5 000 entreprises. Quand je dis 5 000 entreprises, c'est 5 000 personnes dans l'entreprise qui s'occupent des RH. Ça peut être un secrétaire général dans une petite boîte, ça peut être un DAF, ça peut être un RH, ça peut être un chargé de recrutement, etc. Donc des gens qui s'occupent des RH en entreprise. Alors la posture professionnelle de l'enquête, c'est une approche constructiviste. Alors je ne vous en parle pas trop parce que je pense que vous avez compris un peu l'approche systémique. On part par une entrée, mais on peut rentrer par une autre et tout bouge en même temps. Mais vraiment, ce qui faisait la spécificité de cette enquête et à laquelle je tenais, c'était que je ne cherchais pas à savoir pourquoi les gens faisaient un burn-out. Par contre, je voulais savoir comment ils s'en sortaient et surtout vers quoi ils allaient. Et ma question, c'était est-ce qu'il y a un après burn-out ? Et l'ambition que j'avais, c'était est-ce qu'on peut modéliser la reconstruction ? Donc je suis partie faire une enquête, je ne savais absolument pas où j'allais, parce qu'à l'époque, le burn-out, on savait à peine mettre des mots dessus. Mais je me disais, s'il y en a qui s'en sortent, c'est à cela que je veux aller poser des questions pour repérer vraiment les parcours résilients. Donc ça, c'était l'ambition. Donc j'ai fait plusieurs hypothèses et puis je vais vous expliquer après comment j'ai fait. Au niveau de l'échantillon, étant donné que je voulais vraiment voir la modélisation de la reconstruction, c'est-à-dire l'après-burn-out, il ne me fallait pas des gens qui venaient juste de tomber ou qui étaient en souffrance. J'en avais tous les jours dans mon bureau. Ceux-là, je ne pouvais pas forcément leur poser des questions qui font un peu mal. Donc j'ai décidé de prendre des gens qui avaient fait un burn-out 3 ou 5 ans auparavant pour voir surtout par quelles étapes ils étaient repassés. Et puis j'ai choisi cet échantillon 3-5 ans tout simplement parce que je ne voulais pas réactiver le trauma. Je ne suis pas psy, je ne suis que sociologue. Donc je ne voulais pas vraiment mettre les personnes en difficulté. Et moi j'ai eu une difficulté, c'est que j'ai eu beaucoup trop de volontaires et beaucoup trop de personnes concernées. J'ai eu beaucoup trop de témoins. C'est-à-dire que tout le monde voulait parler de ce qui n'allait pas au travail. Donc je rejoins ce que vous disiez, Adeline. Il n'y a pas de structure en France, ou très très peu. Il y a des cabinets individuels, des cabinets de psy, des cabinets de conseil, mais il n'y a pas vraiment d'organisme qui s'occupe de la souffrance au travail au niveau collectif. Donc avec moi, ils ont parlé. Alors moi qui ne voulais pas forcément rentrer dans la plainte psy, j'en ai pris plein la figure. Donc ça a créé un espace de parole qui n'était pas psy, mais la narration s'est avérée thérapeutique. C'est-à-dire que le fait de parler leur a fait du bien. Alors, au niveau des analyses sociologiques, je ne sais pas s'il y a des sociologues dans la salle, quelques-uns, sans doute, je pense. Les entretiens qu'on fait, c'est des entretiens non directifs au départ, après des entretiens directifs. On va vraiment enregistrer et on va écrire mot par mot les hésitations, les reprises de souffle, les têtes qui tournent, etc., etc. Donc, ce qui fait que pour 1 heure d'entretien, on a à peu près 6 heures de rédaction, plus 6 heures d'analyse minimum. Donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'entretiens, mais on arrive assez facilement à faire remonter la matière. Donc j'ai commencé l'enquête au niveau exploratoire, et il y avait pour moi 3 paradoxes. Le premier paradoxe, c'est qu'il y avait beaucoup d'ouvrages sur le stress au travail. Vous alliez à la FNAC, vous aviez un rayon complet, voire une commode complète. Il y avait énormément d'essais sur le harcèlement, sur la violence, sur les plaintes et sur les ravages du travail. On vous disait partout, attention, gérez votre stress, c'est important pour la santé, pour tout le reste. Donc le salarié, par contre, n'a jamais été aussi bien informé. Donc premier paradoxe, pourquoi il tombe ? Deuxième paradoxe, pour moi, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont apparues auprès de l'analyse du travail. Il y a tous les courants de psychopathologie, de psychodynamique, il y a la clinique de l'activité, il y a l'ergonomie.
Il y a eu énormément de modèles de gestion qui se sont aussi intéressés à la charge de travail, la charge mentale. Donc il y a eu le modèle Karasek, le modèle Sigrist. Il y a eu tout ce qui était charge cognitive, charge mentale avec les TCC, les thérapies cognitives et comportementales. Donc tout le monde s'occupe du travail, tout le monde. On a même inventé des modèles, des accompagnements. Donc il y avait du coaching spécialisé, il y avait du coaching en gestion du stress. Il y a même un DU du stress et de l'anxiété lié au travail à Lille qui s'est créé. Il y a les stratégies de coping. Les stratégies de coping, c'est comment je fais face à un stress, que je trouve quelque chose qui marche bien et je le remets en place au fur et à mesure pour que ça marche de mieux en mieux. Le problème, c'est que si ça marche de mieux en mieux, ça ne résout pas le problème. Ça m'adapte de plus en plus, ce qui n'est pas la même chose. D'où trouble de l'adaptation parfois. Et puis, on a plein d'entreprises. Alors, je ne les ai pas toutes mises, hein, je m'en excuse. Mais il y a l'ANACT, il y a l'INRS, il y a Technologia, il y a Stimulus, il y a Secafi, il y a plein d'organismes, des cabinets de conseil qui s'intéressent au travail, qui font des très belles enquêtes, qui font des très beaux articles. En tout cas, on n'a jamais été aussi bien informé ni interrogé sur le travail. Et puis le troisième paradoxe, dans l'enquête exploratoire, je me dis, ok, mais so what? Qu'est-ce qui se passe après burn-out? Mon petit bonhomme, tombera pas? Donc les questions moi, que je me suis posées, c'est comment en sort-on? C'est-à-dire dans quel état? Est-ce qu'on est aussi performant avant qu'après? Est-ce qu'on est aussi motivé après? Comment on s'en sort? Par quelles actions? Et surtout au niveau RH, parce que j'avais quand même une fibre RH à l'époque, maintenant je suis un petit peu plus déçue, mais il y a des choses en termes d'impact et de trajectoire professionnelle qui sont à faire. C'est-à-dire qu'il y a un héritage par contre pour les RH qui est important à creuser, à interroger, parce qu'il y a des risques de rechute qui sont énormes. C'est-à-dire que les gens qui ont malheureusement fait un burn-out il y a quelques temps ont de nouveau un risque de burn-out dans les mois ou dans les années qui suivent, parce qu'il y a une fragilisation qui est toujours là. Donc moi, les risques en cascade, je les ai identifiés. Je me suis dit, comment prévenir l'épuisement professionnel? Comment peut-on reconstruire une identité professionnelle? Est-ce que c'est possible? De quoi héritent les entreprises en termes de capital social? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, si je fais un burn-out dans une entreprise, je change d'entreprise, je ne vais pas réinvestir pareil. Donc le deuxième recruteur, il va recruter un profil identique avec des motivations moindres et un intérêt moindre et surtout une vigilance accrue. Donc on perd tous à tous les coups, c'est-à-dire qu'on change d'entreprise, toutes les entreprises perdent et tous les salariés perdent. Donc ça, je l'ai expliqué dans le premier bouquin, et comme il a bien marché, il y en a un deuxième qui est sorti. Et du coup, je me suis dit, on va faire une méthode, parce qu'apparemment, ça peut être utile. Donc c'est la méthode RPBO, que je vais vous expliquer. Alors d'abord, je suis allée écouter les cadres. Alors je passe assez vite, parce qu'Alexis nous en a parlé, mais c'est des petites phrases qui peuvent vraiment vous mettre la puce à l'oreille. Le burn-out, pour moi, c'est pas une maladie, parce que c'est pas reconnu comme tel. C'est un processus. C'est quelque chose de chronique qui s'installe dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vous dire un jour « j'en peux plus, ça devient impossible de travailler correctement et la situation ne s'arrange pas ». Il y a de la colère. Si un collègue vous dit ça, attention, est-ce qu'il est comme ça depuis un jour, une semaine ou des mois? Il y en a d'autres qui vont vous dire « je ne suis pas là depuis très longtemps, ça fait seulement 6 mois, je suis presque en fin de période d'essai, prolongée, etc. J'ai perdu mon enthousiasme pour un job qui me plaisait pourtant vraiment. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais il y a des choses à creuser. Je suis en colère contre cette boîte qui ne fait rien. » Donc là, ça peut devenir des futurs syndicalistes. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Alors cette petite phrase-là, elle est tout à fait anodine, mais elle est extrêmement dangereuse parce que derrière, il peut y avoir des tentatives de suicide. Et puis la dernière, je l'ai laissée parce que c'est quelque chose d'assez important. C'est « je pleure chaque matin avant d'aller au bureau, j'ai mal au ventre, c'est terrible, c'est affreux ». Ça, c'est la phrase d'un DRH. C'est un ami DRH qui travaille pour un groupe audiovisuel français, très connu, et qui a été engagé pour créer une filiale. Et 6 mois après, on lui dit « non, en fait, il faut que tu fasses dégager des gens ». Donc le burn-out, chez lui, s'est mis en place au bout de 6 mois. Et parce que tout simplement, derrière, il y avait eu un conflit de valeurs terrible. Donc le burn-out, ça joue effectivement sur l'aspect cognitif, physique, émotionnel, mais aussi tout ce qui est spirituel, tout ce qui est en rapport avec les valeurs et tout ce qui est vraiment intrinsèquement ancré en nous. Alors le dénominateur commun des personnes que j'ai interviewées, effectivement, j'en ai trouvé 3 au niveau professionnel. Donc il y a l'épuisement émotionnel, il y a le sentiment d'inadéquation de la personne par rapport à son poste. Donc là, on peut faire des choses au niveau RH et l'érosion de l'engagement. Alors l'épuisement professionnel, c'est souvent des accumulations, des frustrations, des tensions ou des besoins de vacances. Une question toute bête à poser à vos collègues, c'est depuis quand vous n'avez pas pris de vacances? Le sentiment d'inadéquation d'une personne par rapport à son poste, elle peut être verbalisée à un DRH qui écoute
et un DRH qui comprend et un DRH qui va chercher une solution. C'est-à-dire que derrière une inadéquation de personnes à un poste, c'est une problématique RH, c'est une problématique de gestion de carrière. Mais derrière, quand vous écoutez bien les paroles des cadres, c'est un sentiment d'échec. J'ai pas réussi ma carrière. Récemment, j'étais chez BCG, Boston Consulting Group. Ils disaient qu'au bout de 2 ans, il fallait qu'ils bougent. Ils étaient obligés de bouger. Et ils ont un sentiment d'échec. Je dis, mais pourquoi bouger au bout de 2 ans, c'est un échec? Au contraire, c'est un tremplin. Mais pour eux, ils le vivaient comme un échec. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une évaluation qui est extrêmement forte. Donc il y a une insatisfaction de soi, il y a un sentiment d'inefficacité, il y a un côté insurmontable, j'y arriverai pas, c'est trop stressant. Et il y a vraiment tout ce qui est absence de sens, désenchantement, détachement, et il y a risque de présentéisme. Le présentéisme coûte plus cher aux entreprises que l'absentéisme. Attention. Et le troisième dénominateur commun, c'est l'érosion de l'engagement. Alors ça, quand vous avez un salarié comme ça dans votre entreprise, il vous coûte de l'argent, il ne travaille pas, il ne produit pas, donc il coûte cher à tout le monde. Il y a le désinvestissement, le cynisme, la froideur, les attitudes négatives. Il peut être agressif et en conflit tout le temps avec ses copains, avec ses collaborateurs ou même avec ses clients, ses fournisseurs. Donc là, les 3 dénominateurs communs font qu'à un moment donné, la personne, elle tombe. Ça la fatigue. Alors, elle peut jouer au niveau des émotions. Et au niveau RH, on peut encore une fois faire quelque chose. Donc il y a des portes d'entrée. S'il y a des DRH dans la salle, il y a des portes d'entrée pour aider les personnes à passer le cap. Travailler sur les problèmes d'adaptation au poste, d'adaptation des compétences. On peut faire des formations. Il y a les problèmes d'adéquation. Il y a des problèmes d'orientation. Il y a des problèmes de formation. Et il y a des problèmes de marché. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en burn-out, qui a 50 ans, qui ne connaît pas les techniques PowerPoint, Office ou autres, sont en grave risque de désinsertion. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et l'érosion de l'engagement, c'est la personne qui va se dire surmenée, qui va manquer d'autonomie, qui va perdre ses repères, qui va avoir une reconnaissance attendue qui ne vient pas. Il y a beaucoup de problématiques autour de la reconnaissance, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a la confiance, mais il y a aussi la reconnaissance. C'est-à-dire que la majorité des demandes de bilan de compétences que je reçois, très très souvent derrière, ce n'est pas un problème de compétences, c'est un problème de reconnaissance. Donc il suffirait juste d'aller voir le patron, le N+1, le N+2, en disant ça serait bien de dire c'est bien, tu as bien travaillé, c'est pas grave, on peut faire mieux, on va s'améliorer. Un peu comme les techniques des sportifs ou un peu comme les débriefs des militaires, il y a un état et on va avancer. Mais la reconnaissance attendue par les salariés est super importante. Si elle ne vient pas, il y a un sentiment d'injustice et après il y a un conflit de valeurs et là vous les perdez. Donc au niveau des constats RH, pour demain il y a des risques à éviter. Et il y a des opportunités à saisir. Alors les risques à éviter, c'est le présentéisme et le non-engagement, puisque ça coûte très cher et ça ne se voit pas. Ça peut se chiffrer maintenant, mais c'est assez compliqué. Les RH qui sont épuisés et qui sont vidés, c'est-à-dire que quand je prends... je crois qu'il y a une loi comme ça qui dit que je dois rendre le salarié à la sortie de l'entreprise dans le même état de santé qu'il était au départ. Je ne sais pas laquelle c'est. En tout cas, je vais la retrouver, je vous promets, je la retrouve. Mais ce n'est pas possible. C'est une loi qui n'est pas applicable. Pourtant, elle existe. En tout cas, il y a un carnage et il y a une contagion socio-professionnelle, surtout en ce moment. C'est-à-dire que dès que mon voisin fait un burn-out, moi, je vais me sentir en danger. Donc, je vais travailler plus, je vais faire sa charge de travail et je vais en plus investir. Donc, il y a un système de contagion sociale, comme malheureusement, il y a eu au niveau des suicides chez France Télécom. Il y a certains psychiatres qui ont parlé de contagion, je ne sais pas s'ils disaient sociale, mais contagion, en tout cas à ce niveau-là. En sociologie, c'est pareil. Les opportunités à saisir, pourtant, il y en a 3. Il y a plein de gens. Alors, en général, les burn-out, il n'y a pas de question d'âge. On peut faire un burn-out très jeune, comme on peut en faire un plus senior. Mais en grande moyenne, les burn-out, moi, que j'ai vus, c'est vraiment des personnes qui étaient un peu en avance sur leur seconde gestion de partie de carrière. Donc, il y a des entretiens professionnels pour faire ça. Il y a encore des choses à faire pour les entreprises. Mais faire un point sur ses compétences et ses motivations, ça peut être aussi un moyen d'éviter le burn-out avant qu'il ne soit trop tard. Après, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, réfléchir au sens au travail, c'est la demande des cadres. Donc, en tout cas, c'est un levier important. Pour les cadres, la question qui se pose, moi, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est « Ouais, d'accord, mais comment je vais faire pour intégrer le burn-out dans ma carrière ?» C'est leur première question. Alors, cette question, moi, me choque un peu. Je ne sais pas si elle vous choque pas. Mais c'est comment expliquer dans un CV qu'on a fait un burn-out ? D'une part, est-ce qu'on a besoin de l'expliquer ? Je ne suis pas sûre. Et si on l'explique, qu'est-ce qu'on fait véhiculer comme message ? Donc là, la grande question des cadres aujourd'hui, c'est est-ce que je le dis ou je ne le dis pas ? Ouais, mais il y a quand même 6 mois d'arrêt sur mon CV. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dis ? Donc on est confronté à des nouvelles problématiques comme ça.
Et ce qui est difficile, c'est que même si nous, on accompagne la personne sur une logique RH, très particulièrement, les personnes qui sont en face nous disent « Oui, mais c'est une défaillance quand même. » Bah non. C'est un coup de canif quand même. Bah non. Donc il faut vraiment bien comprendre comment ils se représentent le burn-out, et très très souvent, ils ont intégré malheureusement tous les aspects négatifs du burn-out, alors qu'en fait, ça peut être une super étape pour passer à autre chose. Le burn-out serait, si j'étais très optimiste, serait un très très beau signal d'alarme que votre métier ne vous convient pas et que votre employeur ne vous mérite pas. Après, il y a des DRH qui sont bien, qui font des choses qui sont importantes et qui se posent la question suivante, c'est est-ce que, en l'état, mes ressources humaines seraient appréciées par mon concurrent? Si la question est oui, ils ont intérêt à les garder au chaud. Et ça, il y a des DRH qui fonctionnent comme ça. L'enjeu des cadres, encore une fois, pour demain, c'est comment reconstruire et consolider son identité, parce que le burn-out, c'est un véritable chagrin d'honneur. Ça touche aussi fortement qu'un chagrin d'amour. Ça vous bloque dans toute votre intimité, dans toute votre trajectoire. Et les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, c'est vraiment... ça ne sera plus jamais comme avant, je tourne la page, c'est totalement différent. Donc il faut rectifier la trajectoire. Rappelez-vous mon petit panneau du départ. Comment je change ma trajectoire et surtout comment je renonce à mon job idéal, parce qu'il y avait tout ça aussi derrière. Il y avait le job idéal pour lequel je me suis battue, l'entreprise idéale pour laquelle je me suis investie. Comment je renonce à ça pour mieux avancer. Alors les résultats de l'enquête, c'est pas très gai, mais la reconstruction prend entre 6 mois et 2 ans. Il faut travailler sur la mémoire autobiographique, c'est-à-dire qu'il faut réorganiser les souvenirs, tout simplement parce que la personne qui est en burn-out, elle a une forme de protection. Alors les psychologues nous l'expliqueraient mieux, ou les psychiatres, elle a une forme de filtre qui fait que tout ne peut pas être verbalisé au même moment. C'est-à-dire que réorganiser les souvenirs fait qu'on va classer, ranger et réorganiser un petit peu tout ça, donc ça prend un peu de temps. Il faut faire une remédiation au niveau des souvenirs vécus. Il faut mettre des mots sur les mots, donc on utilise beaucoup les techniques d'explicitation, les techniques de verbalisation. Et puis il faut comprendre aussi les mécanismes professionnels, parce qu'il y a des cadres qui jouent avec le feu. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un cadre sur 2 travaille dans son lit, sur son portable le soir pour son travail. Alors dans le lit, ce n'est pas l'endroit où on travaille, normalement. Mais 1 sur 2. Donc là, je coupe la salle en 2, cette partie-là travaille le soir et l'autre partie, je ne sais pas ce qu'ils font. Donc ça fait beaucoup. Donc il faut identifier ces mécanismes perso, professionnels, et puis les facteurs organisationnels. Et surtout, il faut en finir avec l'opposition individu-organisation. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas de coupable, par contre, on est tous responsables, y compris de son voisin qui ne va pas bien. Le relais médical ou psychologique est parallèlement indispensable, tout simplement pour éviter la rechute, et il est indispensable, y compris après la reprise du travail. Donc je travaille beaucoup, moi, avec des médecins du travail qui font très attention à la reprise du travail parce que le risque de rechute intervient dans les 3 mois qui suivent. Alors là, vous avez le panorama, vous avez la carte de la reconstruction. Elle se lit de en haut à gauche, en bas, et elle va remonter comme ça. C'est-à-dire que vous avez tout un temps, le temps de la faille, qui est le temps du déni de la personne. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais ça va, je vais gérer. Je stresse, mais ça va, je m'en sors bien. Et puis il y a le déni de l'organisation. Ouais, non, mais lui, il va pas bien, mais c'est parce qu'il a des problèmes avec sa femme, c'est normal. Donc il y a tout un déni autour de ça au niveau organisationnel, au niveau personnel. Donc il y a toute une zone de décrochage qui va arriver jusqu'à la fêlure en bas, jusque là. Cette zone de décrochage, elle peut prendre entre 2 ans et 4 ans. D'où l'aspect chronique du burn-out qui est extrêmement difficile à cerner. Parce qu'il y a des zones de décrochage, puis vous allez voir, il y a des moments où ça remonte. Donc c'est « ouais, non, ça a été dur ces derniers mois, mais ça va, je gère. » Et puis ça redescend, et puis ça remonte, et puis ça redescend, et puis ça remonte, et à un moment donné, ça peut craquer. C'est-à-dire que toute cette zone de décrochage, c'est une zone de fragilité avec des fissures qui vont s'élargir de plus en plus en fonction des terrains personnels. Il y a des gens qui sont anxieux, il y a des gens qui sont perfectionnistes, il y a des gens type A. Pour moi, je mets tout le monde dans le même lot. Il y a des contextes qui font que chacun va avoir sa petite fissure qui va s'ouvrir à un moment donné. Et la fêlure, c'est ce que j'appelle l'arrêt de travail. Donc à partir de là, ça peut durer très, 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 très longtemps. Et il va bien falloir que ça reparte. Donc ça repart, mais ça repart super doucement. Donc il y a une logique de temps. Il y a des gens qui dorment énormément. Les gens qui sont en post-burnout dorment le matin, l'après-midi et font des nuits complètes. Il y a comme si le corps avait été vraiment épuisé, donc il faut faire du restockage.
Il faut restocker de l'alimentation, restocker du sommeil, restocker de l'oxygène, restocker des rêves, restocker des choses. C'est la période où il ne se passe rien. Mais le rien, contrairement au tout, on disait tout à l'heure, il y a trop de tout, ben là, il y a trop de rien. Donc le trop de rien, il stresse, alors il peut générer des angoisses, et rebelote, on repart sur un cycle un petit peu infernal. Par contre, ce temps du vide, c'est le temps aussi où on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, qu'est-ce qu'on veut faire de sa carrière, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de cet enseignement, qu'est-ce qu'on ne veut plus faire, dans l'avant et dans l'après, à quoi je peux renoncer. Il y a des gens, par exemple, qui vont renoncer carrément à leur carrière, qui vont carrément changer de métier. Après, il va y avoir des conséquences au niveau personnel, des conséquences au niveau familial, mais dans cette période-là, par exemple, il y a des directeurs juridiques qui peuvent devenir fleuristes. Je l'ai vu, c'est mes voisins. Et puis, par contre, ils divisent leur salaire par 3. Alors, est-ce que madame est d'accord? Oh, bah, madame, elle est assistante de direction, elle va diviser aussi son salaire par 3. Ok, t'es d'accord? T'es d'accord? On y va. Donc, 2 directeurs juridiques, un directeur et une assistante juridique qui se retrouvent en CAP de fleuriste. 10 ans après, ils sont heureux comme des rois. Aujourd'hui, on assiste à ça, c'est-à-dire qu'en termes de gestion de carrière, on a de plus en plus de cadres supérieurs qui vont reprendre des métiers soit en rapport avec l'artisanat, soit en rapport avec le bois, la boulangerie, etc. Donc on a une perte complètement de compétences par rapport au diplôme d'origine. Ils sont plus heureux, ils gagnent beaucoup moins bien leur vie, mais ils sont plus heureux. C'est des choix de vie. Après, on va voir qu'il y a d'autres choix de vie. En tout cas, si jamais ils reviennent en entreprise, il y a des risques de rechute, parce que si vous n'adaptez pas le poste à la personne, il va y avoir en tout cas conflit. Donc la partie qui est en haut, à droite, tout le temps de la reconstruction, la partie qui est dans les pointillés rouges, ce travail-là, il doit être fait avec l'entreprise. Dans les personnes que j'ai interviewées, il y a très peu d'entreprises qui sont intéressées à cette partie-là. Il n'y a que la Ligue nationale contre le cancer qui s'interroge vraiment sur l'après-cancer, c'est-à-dire sur l'après-destruction d'une personne au niveau physique, biologique, et qu'est-ce qu'elle perd? Elle perd tous ses repères sociaux. Comment on fait pour la réinsérer? C'est la seule entreprise à l'époque qui s'intéressait vraiment à l'après dans le cadre d'une reconstruction professionnelle. Je vous passe les détails parce que là, ça risque d'être un petit peu long. Mais la méthode RPBO, en fait, donc la RPBO, ça veut dire reconstruction post-burnout. Elle est basée sur 2 concepts. En sociologie, on aime bien le concept du temps et le concept de l'espace, tout simplement parce qu'on y est tous confrontés. C'est inéluctable. Et il y a un début, il y a une fin à la vie. Par contre, on a des moyens d'occuper sa vie entre ces 2 espaces. Donc le contexte du temps et de l'espace amène au concept d'identité. Donc il faut voir ça comme une reconstruction. Alors c'est pas Spider-Man, mais on pourrait dire que c'est Spider-Man. C'est-à-dire qu'il va partir à la conquête de son identité professionnelle. Et il y a des étapes. Donc il y a des jalons, mais ça sera toujours un petit peu dangereux pour lui tout le temps dans sa vie. C'est-à-dire que post-burnout, il y aura toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est tout ce que les personnes m'ont dit. Toutes. Elles ont toutes soit peur de rechuter, soit peur de retomber dans une entreprise qui ne leur convient pas, soit peur de ne pas savoir dire non. Donc là, il faut vraiment un accompagnement thérapeutique important et travailler beaucoup sur les cognitions de la personne, c'est-à-dire voir comment elle perçoit son travail, quelle vision du monde elle a de son travail, quelle vision elle a du marché de l'emploi. Et là, il faut vraiment travailler à plusieurs, avec des psys, des psychiatres, des sociaux, des profs. Là, vraiment, vous pouvez travailler en approche pluridisciplinaire, c'est ce qui marche le mieux. Donc là, voilà. Donc sur l'axe de l'espace, en fait, il y a 9 positions. Et sur l'axe du temps, il y en a 12. Sachant que les 3 dernières de l'axe du temps sont faites avec l'entreprise. Donc globalement, idéalement, c'est une reconstruction comme ça, linéaire. Mais il y a certaines personnes qui vont vraiment être plus bloquées, on va dire, plus focalisées. Par exemple, sur les étapes 3 en haut à gauche et 3 en bas à droite. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin de beaucoup de repos, beaucoup de reconstruction physique et biologique. C'est-à-dire que là, il faut travailler avec les systèmes de santé au travail. Ça, c'est très important. Après, il va y avoir la réflexion. Ça peut être les périodes de bilan de compétences. Le désir. Ah bah oui, tiens, je changerais bien de métier. Puis après, il y a le principe de risque et de réalité. Bah oui, mais si vous changez de métier, vous allez gagner 3 fois moins. Est-ce que vous êtes prêt ou pas? Ah non, pas tout de suite. Ok, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on va élaborer des plans A, des plans B, des plans C. Ça, c'est la technique du bilan de compétences, c'est assez classique. Sauf qu'un bilan de compétences, si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas en faire. Et très souvent, les cabinets de coaching reçoivent des demandes de bilan de compétences alors que la personne n'a pas d'énergie, pas de ressources à mettre dans la réflexion. Donc ça prend du temps. Mais ceux qui arrivent à dépasser les stades 8 à l'horizontale, c'est ceux qui arrivent dans l'ère du jeu,
du jeu dans le sens jouer. Et ceux qui arrivent à le dépasser, c'est ceux que j'ai appelés les rescapés du seuil de l'éthos. C'est ceux qui sont vraiment en reconstruction de leur identité. C'est-à-dire c'est ceux qui sont heureux au travail après un burn-out. Et il y en a. Je vous le dis parce qu'une fois, je faisais cette présentation-là et je disais on s'en remet pas, c'est compliqué, etc. Et je voyais 2-3 petites mains qui se levaient en disant est-ce que vous parlez des gens qui se reconstruisent vraiment? Alors il y en a, oui, ils sont très très heureux. En général, ils ne sont pas dans ce genre de réunion, mais il y en a. Au niveau RH, il y a 6 questionnements et investigations à avoir. Donc le décalage du poste et de la personne, la charge de travail, l'autonomie, la rémunération, l'engagement professionnel et les valeurs. Tout ce qui a un rapport avec la reconnaissance symbolique, féliciter les gens, c'est super important, faire du mentorat, du tutoring, mettre en place des espaces de parole. Alors ça, je suis pour et 100%, voire 200% pour. Là, je vous ai mis, alors je vous ai juste mis un extrait, mais c'est un guide d'entretien pour permettre aux gens qui accompagnent les personnes en reconstruction de poser les questions pour investiguer les différentes périodes de décrochage, de restockage et de reconstruction. Il y en a 8, donc là je vous en mets qu'une, mais vous pouvez les retrouver sur une revue de l'INRS, c'est la revue de mars 2014. C'est le numéro 130. Et puis au niveau des profils résilients, donc qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui vont choisir après le burn-out d'être dans une logique d'être, avec sa famille, avec ses enfants, d'être dans le sens vivre, d'être dans le loisir. Et puis il y en a d'autres qui vont garder une logique d'avoir des compétences, avoir de l'argent, en tout cas être dans l'avoir. Déjà, vous pouvez regarder sur quel axe les personnes se mettent en place. Ce n'est qu'une grille de lecture, mais ça peut vous aider à y voir un peu plus clair. Il y en a qui vont faire le choix de la sécurité, donc ils vont verrouiller leur carrière, c'est-à-dire qu'ils vont dire non, je reviens à mon poste, mais maintenant c'est 8h, 17h et point barre, et je fais juste ce qu'on me demande, je prends ma fiche de poste, ça c'est pas dans ma fiche de poste, je fais pas. Donc c'est la sécurité, mais ils vont assurer aussi leur employabilité, c'est-à-dire qu'ils vont revenir en poste, mais là ça va être des robots. Ils vont donner rien de plus que ce qu'on leur demande. Ils vont échanger du temps contre de l'argent, du temps contre un salaire, c'est tout. Donc il n'y a plus de dons, dans le sens de Norbert Alter, il n'y a plus de dons de soi, il n'y a plus de cadeaux à l'entreprise. Et là, ils vont juste faire ce qu'on leur demande. Donc ils vont appliquer la procédure. Si la procédure est bête, ils appliquent une procédure bête. Puis il y en a d'autres qui vont être dans une logique entre les deux, entre l'être et l'avoir, mais dans une logique de plaisir, qui vont faire attention, qui vont se créer soit des petits challenges personnels, se créer des défis au niveau du sport, et puis qui vont viser l'épanouissement. Mais pareil, ils n'investiront plus dans l'entreprise de la même façon. Donc les idéotypes reconstruits, moi j'en ai trouvé 3. Donc il y a 3 parcours résilients. Il y a les artistes incompris, les ambitieux désenchantés et les funambules en équilibre. On aime bien faire des blagues, les sociologues. Et je les ai coupés avec avec une matrice qui comprend le rapport au temps, c'est-à-dire que par rapport à leur burn-out, comment c'était avant, comment ça s'est passé pendant et comment ça va se passer après en termes de gestion de carrière. Le rapport au travail, est-ce que la finalité du travail est la même? Est-ce que les projets sont les mêmes? Est-ce que le sens du travail est identique? Est-ce que le rapport à la hiérarchie a changé? Est-ce qu'ils ont toujours foi en l'autorité? Est-ce qu'ils ont toujours foi dans le pouvoir? Est-ce qu'ils respectent leur chef ou pas? Et puis la sphère relationnelle pour les rapports à autrui. Donc j'ai coupé vraiment tous mes entretiens avec cette grille-là. Et voilà ce que ça donne. Donc les artistes incompris, ce sont des gens qui vont s'affranchir, mais définitivement des anciens repères de l'entreprise. Ce sont des gens qui, lors du burn-out, peuvent démissionner, alors qu'aujourd'hui on sait que ça coûte cher de démissionner. Mais c'est aussi des gens qui peuvent faire des abandons de poste. C'est-à-dire des gens que vous ne revoyez plus le lendemain, vous ne savez pas où ils sont. Vous pouvez les appeler, ils ne répondent pas. En tout cas, ils ne reviendront jamais, jamais, jamais dans l'entreprise. Le problème avec ces personnes-là, c'est qu'ils sont dans une rupture, dans une logique de rupture sociale très très forte, c'est-à-dire que ce sont des demandeurs d'emploi longue durée. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, ils ne sont toujours pas de retour en entreprise. Au bout d'1 an, ils ne sont toujours pas de retour en entreprise. Au bout d'1 an et demi, toujours pas. Au bout de 2 ans, ils n'ont plus de droit, plus rien, toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, soit ils sont totalement désociabilisés, alors en général pas du tout. Ils ont plein de projets très créatifs dans la tête, c'est-à-dire qu'ils veulent juste plus entendre parler d'entreprise. Ils sont juste complètement démoralisés par rapport à la structure, par rapport à l'institution, par rapport au mode de travail. Donc ils ont des projets créatifs totalement décalés. Ils vont partir en voyage, ils vont faire le tour du monde, ils vont vouloir investir dans des galeries d'art, ils vont vouloir faire des cours de cuisine. Il y en a qui ont passé des CAP de cuisine, il y en a d'autres qui ont ouvert leur cabinet de massage, alors que c'était, je vous le rappelle, des cadres.
parfois dirigeants, en tout cas des bons niveaux. Donc là, on est dans une logique de reconversion professionnelle totale, ce qui est extrêmement difficile pour les professionnels RH parce qu'on n'a aucun appui, c'est-à-dire que c'est table rase du passé. Donc il faut repartir sur autre chose. Et rappelez-vous, c'est des personnes qui ont une quarantaine d'années. Donc leur slogan, c'est bah oui, mais bon, après un burn-out, il faut quand même savoir profiter de la vie. Et puis les autres, s'ils ne comprennent pas, tant pis. Donc leur tendance, elle est narcissique. Dans le sens narcissique, c'est pas négatif hein, dans ma tête et dans mon vocabulaire. C'est narcissique dans le sens, maintenant j'ai envie de penser à moi, maintenant j'ai envie de m'admirer, j'ai envie d'être un peu artiste et j'ai envie d'être créatif pour moi. Donc il y a une logique vraiment très égocentrée qui fait que la personne va se ressourcer comme ça et elle peut mettre un petit peu de temps. Le deuxième parcours résilient, c'est ce que j'ai appelé les ambitieux désenchantés. C'est ceux qui vont retourner au travail, mais avec un petit côté désenchanté. Beaucoup de femmes qui se mettent en 4/5e. Le temps leur a manqué, donc elles vont dire bon bah maintenant c'est bon, je me mets en 4/5e, voire en mi-temps, c'est comme ça et pas autrement. Ils vont créer des nouveaux repères. C'est des gens qui veulent aussi partir en province, qui veulent partir, alors quand je dis en province c'est de ma tête vision Paris, qui veulent déménager ou rejoindre leur famille ou leurs attaches d'origine. En tout cas, on change les repères, on déménage ou on réorganise sa vie perso. Moi, je vais me mettre en 4/5e et mon mari va aussi se mettre en 4/5e. On va choisir le vendredi, comme ça on aura des week-ends de 3 jours. Ça peut être un système un peu familial. En tout cas, ces gens-là, ils aiment toujours leur travail. Il n'y a pas de souci. Ce sera des gens qui sont très investis, sauf qu'ils vont l'investir différemment. Ils ne vont pas l'investir n'importe comment, ils vont savoir dire stop, ils vont savoir dire non, ça c'est pas à moi de le faire, ils vont savoir reporter la pression sur l'autre. Ils vont rester ambitieux, mais réalistes, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus attendre n'importe quoi. C'est un petit peu le profil des générations Y, quand ils veulent quelque chose, ils attendent une fois, mais pas deux. Tout simplement parce qu'eux, ils ont compris, ils restent réalistes, donc ils mesurent les risques. Et leur slogan, c'est « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Donc je fais mon taf, je mets mon 4/5e et je pars. Leur tendance à eux, elle est plutôt lucide et ce qu'ils veulent en priorité, c'est un équilibre entre la vie perso et la vie pro. Donc beaucoup de mamans, mais il y a aussi des papas et de plus en plus. Et les derniers, c'est les funambules en équilibre. Alors c'est ceux pour lesquels moi, perso, je m'inquiète le plus parce que c'est des gens qui retournent très très vite au travail. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de tomber. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie qu'on les plaigne, ils n'ont pas envie qu'on les écoute, ils ont juste envie de retourner travailler. Donc ils avancent pour ne pas tomber. Et ils vont créer sans cesse de nouveaux repères pour « Ah tiens, ça c'est intéressant, ah tiens, ça c'est intéressant, ça aussi c'est intéressant ». Donc du coup, ils vont tout le temps être en mouvement, donc ils risquent de reprendre les mêmes réflexes qu'avant. Et j'ai un médecin de la CMS, c'est le service de médicaux pour les salariés sur Paris, qui me disait « Nous, on avait un chef de clinique comme ça, il a fait un burn-out et sa chambre d'hôpital était devenue l'annexe de son bureau. » Il y avait des dossiers partout. Donc il était typiquement dans ce cas-là. Il n'avait pas quitté son lit d'hôpital, il avait encore ses dossiers. Tout simplement parce que ces profils-là sont des gens qui vivent l'arrêt comme un sacrifice. Alors, il peut y avoir des profils de consultants en libéral, il peut y avoir des médecins, des psychiatres, des psychologues. En tout cas, c'est des gens qui, s'ils ne retrouvent pas au travail, ils n'ont pas de salaire. Donc, il y a aussi ça derrière. Donc, il faut faire attention. Mais dans l'entreprise, ça peut être des gens qui vont s'emparer des dossiers à leur retour, du style « Quoi, je suis parti 6 mois, c'est toujours pas réglé ce bazar ». Et du coup, ils vont se réapproprier tout ça avec beaucoup d'agressivité. La recherche, c'est l'utilité sociale, ils ont besoin d'être utiles. Par contre, ils ne se projettent pas du tout vers l'avenir, ils vont se remettre typiquement le nez dans le guidon et ils vont refaire les mêmes erreurs. Donc leur slogan, c'est « Ouais, mais bon, si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Donc je repars à l'attaque ». Donc leur tendance à eux, c'est des gens très professionnels, il n'y a pas de souci. On adore les avoir dans l'entreprise, c'est eux qui font tout. Sauf que le problème, ils sont pris au piège par leur logique de devoir et par leur logique d'activisme, et tout pour eux est une obligation. Donc ils n'ont aucun moyen de dépressurisation, ils n'ont pas de sas. Donc ça, c'est ces 3 profils. Alors il y a des solutions en entreprise, effectivement, il faudra qu'on en trouve, on peut inventer des choses, mais surtout, il ne faut pas oublier que, contrairement au chômage, il y a plein de gens qui sont au chômage, qui stressent, qui peuvent avoir des angoisses du fait de leur inactivité, mais quand on est au travail, quand on a la chance d'avoir un travail, il ne faut pas oublier qu'on se reconstruit au travail et par le travail. C'est-à-dire que l'identité professionnelle, quand on la reconstruit, elle requiert un autre, un alter ego, quelqu'un avec qui je parle, quelqu'un avec qui je vais avoir des interactions, quelqu'un avec qui je vais peut-être être utile. En tout cas, c'est très important pour la bonne santé mentale. Le travail est un lieu d'interaction. Le travail est un lieu de protection. Il ne faut pas l'oublier. Protection sociale, protection financière, protection économique. Et le travail peut donc être un lieu de reconstruction.
Le travail est aussi un lieu d'expression de soi, donc si on arrive à cumuler un petit peu tout ça, on peut faire des choses en post-burnout. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Sabine pour cet exposé très clair et les différentes typologies tout à fait parlantes. Je vais quand même faire le lien avec ce que disait Jean-Claude au début, en tout cas dans l'enquête Technologia et dans les chiffres qui ont été avancés par Alexis Poncet. 3,2 millions de personnes éventuellement touchées ou éventuellement impactées par le burn-out. Ça me pose des questions au regard des formes de reconstruction et des liens avec la performance de l'entreprise. Parce que je tire la conclusion de ce que tu racontes sur le fait que quand on a eu un burn-out, il vaut peut-être mieux s'échapper de l'entreprise. Il vaut peut-être mieux tourner la page. Il vaut peut-être mieux aller voir ailleurs. Or, me semble-t-il, il y a un certain nombre de cas pour lesquels c'est quand même très très difficile. Ne serait-ce que, tu as évoqué, je pense que la fonction publique, les entreprises publiques à statut, le volet sécurité est extrêmement prégnant dans la tête des personnes et des choix de carrière qu'elles ont faits. Et donc, la rupture est quasiment impossible pour ces personnes-là. Or, il va falloir, d'une certaine manière, les reconstruire. Et je crois que là, il y a encore un champ d'investigation qui n'est pas du tout exploré. Les sociologues que tu apprécies ont une typologie qu'on utilise souvent, c'est exit, voice et loyalty. Exit, je m'en vais. Voice, je conteste et je suis loyal. Et me semble-t-il, dans les typologies que tu présentes, l'exit est un peu la solution. Et je crois qu'il faut travailler à d'autres solutions. Il faut travailler à d'autres solutions parce que, je vais être un peu provocateur, l'exit, c'est peut-être aussi un luxe de riches. Et je crois qu'il faut qu'on soit attentif aux conditions sociales de la réinsertion, y compris dans les entreprises de protection. Je suis un peu provocateur avec toi, mais on se connaît. Mais voilà, je pense que faut peut-être éviter le côté c'est une chance pour eux, quoi. Alors c'est à la fois une chance pour eux, pour ceux qui effectivement se reconstruisent, mais dans les chiffres qui sont indiqués, j'allais dire de bonne reconstruction, c'est quand même assez minoritaire. Voilà, donc je pense qu'on a tous ces travaux à engager, les discussions avec les entreprises, avec les intervenants. Voilà, mais tu peux peut-être réagir à mon interpellation. Alors, la typologie des désenchantés, c'est ceux qui restent en entreprise. Donc il y en a, et c'est 80% des cas. Voilà. Donc à l'époque en plus, alors ça se passe mal. Après ça va se passer sur le long terme, mais c'est sûr que moi à l'époque où j'ai fait l'enquête, il n'y avait rien en entreprise. Au niveau RH, il n'y avait rien ce qui se passait. Et moi je cherche des témoins, je cherche des entreprises qui voudraient bien m'expliquer ce qu'elles font. Qui voudraient bien m'expliquer comment elles s'occupent des personnes qui reviennent soit après un congé longue maladie. Je vous ai dit qu'il y avait la Ligue contre le cancer qui faisait ça. Il y a d'autres grandes boîtes qui le font. Mais dans les PME, on n'a pas le temps, tout simplement. Mais la fuite est pas une solution. C'est une question de survie pour eux. Donc la vie est plus importante que le travail. Et après, le travail génère la vie. Mais moi, j'ai fait mon choix parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de choses sur le stress. Et je disais, mais il y a personne qui bouge, c'est pas possible. Et moi, je les voyais, les gens tomber. Et je voyais personne les reconstruire. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit parti pris, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il faut quand même se rendre à l'évidence. Il y a de plus en plus de choses qui vont se mettre en place.
il y a des managers qui sont en train de se former à la qualité de vie au travail, et ça, c'est nouveau. Mais les managers sont aussi eux-mêmes pris dans les affres du burn-out. Donc c'est difficile de gérer une chose, un courant, et un courant dans le sens inverse. Ok, merci Sabine. Et je crois que ce soit chez PSIA ou chez HR, vous travaillez à ces questions du retour. Je crois que c'est vraiment un élément décisif.